Molt bé. Perdó. Escolti'm, entrarem en la taula rodona més específica d'avui, que es sobre jihadisme, causes y respuestas a la radicalización. Como ustedes saben, tenemos aquí hoy a 3 especialistas en ello. Vamos a empezar por Alain Grech, que es periodista especializado en Oriente Medio, redactor de Le Monde Diplomatique y Orient 21. Orient 21 es una revista, un magazine online que sé que está siendo altamente apreciado por todos los especialistas que siguen la actualidad del mundo árabe y musulmán. Tienes la palabra. Bien, merci Monsieur le Président, merci pour l'invitation à l'Institut, merci pour avoir publié cette belle revue sur Afkar, idées sur le djihadisme aujourd'hui. Je crois que c'est d'autant plus important que nous vivons une période très difficile de la région, de la Méditerranée, que nous sommes confrontés à la montée de mouvements extrêmement dangereux dans la région, que nous sommes confrontés à la montée de mouvements islamophobes en Europe. On l'a vu avec les dernières élections en Finlande, au Danemark. Je veux dire, l'islamophobie est en train de devenir une opinion comme une autre qui fait bouger les forces politiques. Donc je crois qu'il y a vraiment un risque aujourd'hui de sombrer dans une guerre de civilisation que nous sommes ici, je crois, tous à condamner, mais qui est en train, malheureusement, qui risque de se transformer en une réalité. Je voudrais partir d'une constatation quand on parle de la lutte contre la radicalisation ou quand on parle de la lutte de la guerre contre le terrorisme, qui a connu son point de déclenchement, si on peut dire, après le 11 septembre 2001, pour faire une constatation simple mais qui me semble importante, c'est que la guerre que l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne, les pays européens ont menée sous le titre de guerre contre le terrorisme a très clairement échoué. Elle a échoué non seulement parce qu'elle a eu des conséquences désastreuses sur la région, mais même du point de vue des objectifs de ces instigateurs, elle a échoué, puisque selon les chiffres donnés par les différents instituts américains, sur le nombre d'attentats qualifiés de terroristes commis, on sait qu'ils ont augmenté de 300% en 2013, et on a eu les chiffres récents d'un institut américain qui disait que ça avait encore augmenté considérablement en 2014. D'autre part, on sait aussi qu'il n'y a jamais eu autant de combattants étrangers dans ces groupes. C'est des milliers et des milliers de jeunes, et moins jeunes, mais surtout de jeunes garçons, mais aussi parfois filles, qui se sont engagés dans ces mouvements. Et, et notamment en Europe. C'est un phénomène nouveau qu'on avait connu de manière très très ponctuelle dans des conflits, mais là, on est à un phénomène qui est, certes, qui n'est pas massif, mais qui est important. Donc, il faut partir de cet échec-là et s'interroger sur les raisons de cet échec, parce que, à mon avis, cet échec est largement dû non pas à des causes techniques, non pas à des causes militaires. La supériorité militaire de l'Occident est infiniment plus grande que celle de tous les groupes djihadistes réunis, mais je pense qu'elle est due à une mauvaise analyse de la situation et à une vision qui veut faire de la lecture religieuse et de l'islam la grille d'analyse de ce qui se passe dans la région. Et je partirai d'un texte d'un texte et un livre qu'a écrit un spécialiste américain qui s'appelle Graham Fuller, qui est un ancien de la CIA et qui a écrit un livre qui s'appelle Un monde sans islam. Et il fait une espèce de projection en disant, supposons que le prophète ne soit pas né au 7e siècle, supposons qu'on n'ait pas connu l'expansion de l'islam, supposons que le Proche-Orient n'ait pas été islamisé, est-ce que la situation aujourd'hui serait extrêmement différente de ce qu'elle est avec l'islam? Et sa réponse, et je crois qu'il faut y réfléchir vraiment, c'est non. Il dit le Proche-Orient serait pour essentiel un Proche-Orient chrétien, mais chrétien orthodoxe, qui serait aussi divisé en différentes nationalités, turques, kurdes, arabes, etc., etc.
et qui surtout aurait été confronté au même problème et aurait produit le même type de rejet des politiques européennes telles qu'elles se sont développées à partir du XVIe et XVIIe siècle, ou même avant avec les croisades. Je veux dire, on sait très bien que les chrétiens d'Orient ont mal accueilli les croisés, qui souvent ont d'ailleurs ont massacré les chrétiens d'Orient, de même qu'ils massacraient les musulmans. Mais il est évident aussi que les tentatives de mainmise commerciale sur l'ensemble de la Méditerranée auraient rencontré les mêmes résistances, simplement sans doute au nom d'idéologies différentes, si le Proche-Orient avait été chrétien orthodoxe. Imaginons même la Palestine. Supposons que le Proche-Orient n'ait pas été musulman et qu'il y ait eu la colonisation sioniste. Est-ce que vous pensez vraiment que la réaction des Arabes chrétiens orthodoxes aurait été très différente de celle des Arabes musulmans? Pas du tout. Elle aurait été la même et sans doute aujourd'hui, simplement, au lieu d'avoir quelques millions de réfugiés palestiniens pour l'essentiel musulmans, on aurait quelques millions de réfugiés palestiniens pour l'essentiel chrétiens orthodoxes. Il dit aussi, mais si... est-ce que le Proche-Orient serait plus démocratique? Non, parce que les Européens et les Américains auraient installé des régimes qui leur auraient garanti l'accès notamment aux sources au pétrole et aux puits pétroliers, et donc des régimes non démocratiques. Et donc je crois que c'est quelque chose d'important à répondre, à prendre, à condition de ne pas le voir de manière trop schématique. Personne ne dit que l'islam ne joue aucun rôle. Mais pour dire que l'essentiel des problèmes que connaît la région sont des problèmes politiques et pas des problèmes liés à la religion. Et que autre chose est les combats qui se mènent dans cette région et pourquoi, à un moment donné, ils prennent une dimension religieuse alors que dans les années 50 ou 60, ces mêmes refus des politiques occidentales se faisaient au nom du nationalisme arabe, du socialisme, du communisme, etc. Mais ces résistances à la mainmise occidentale auraient été la même. Je cite donc Graham Fuller qui dit, et ça résume un peu ce que je viens de dire, même s'il n'y avait pas eu une religion appelée islam ou un prophète nommé Mohammed, l'état des relations entre l'Occident et le Proche-Orient aujourd'hui serait plus ou moins inchangé. Cela peut paraître contre-intuitif, mais met en lumière un point essentiel. Il existe une douzaine de bonnes raisons, en dehors de l'islam et de la religion, pour lesquelles les relations entre l'Occident et le Proche-Orient seraient mauvaises. Rien de tout cela n'a rapport avec l'islam. Il est vrai que les réactions de la région sont de plus en plus formulées en termes religieux et culturels, c'est-à-dire musulmans ou islamiques. Ce n'est pas surprenant. Dans chaque grand affrontement, on cherche à défendre sa cause dans des termes moraux les plus élevés. C'est ce qu'ont fait aussi bien les croisés chrétiens que le communisme et sa lutte pour le prolétariat international. Donc, pour résumer, je pense que l'islam n'est pas un facteur qui permet de comprendre pourquoi la région se radicalise. Il n'est pas une clé essentielle qui nous permet de comprendre les problèmes politiques. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental. Et le fait que depuis, en tous les cas depuis 2001, c'est essentiellement à travers des grilles religieuses ou confessionnelles, sunnites, chiites, etc., que l'Occident voit ces problèmes, à mon avis, est une des causes de l'échec des politiques occidentales. Alors bien sûr, je dirais l'islam joue un rôle important. Il a été, dans l'histoire récente, c'est-à-dire l'histoire du 19e, 20e siècle, un élément essentiel de la lutte contre la colonisation, contre la pénétration coloniale, et il joue un rôle dans des sociétés qui sont encore profondément religieuses. Mais il joue un rôle comme expression d'une résistance à des interventions étrangères qui sont avant tout politiques, qui ne sont pas religieuses, et il joue un rôle dans des mobilisations dont les objectifs sont des objectifs avant tout politiques. Bien sûr, quand on parle du radicalisme,
il faut revenir sur aussi les parcours individuels des jeunes, mais je crois que notre ami interviendra tout à l'heure sur ces questions. Je ne veux pas entrer dans le détail là-dessus, simplement pour dire que là aussi, rappelons-nous, on a parlé d'Orient 21, ce matin nous avons publié un article pour dire finalement, contrairement à ce qu'on croit, l'organisation de l'État islamique, elle n'est pas si exceptionnelle dans l'histoire, ni par son niveau de violence, ni par son utilisation de l'idéologie. C'est-à-dire que si vous comparez à d'autres formes où il y a eu aussi des massacres de masse, etc., la seule différence, c'est qu'on a une organisation qui le projette sur la scène publique et qui fait que ça apparaît plus terrible. Mais il y a eu d'autres cas de mouvements, que ce soit le Sentier lumineux ou d'autres, qui ont utilisé des formes de violence tout à fait importantes. Alors il faut essayer d'expliquer dans chaque contexte, il faut expliquer aussi pourquoi ça attire des jeunes. Et c'est vrai que les jeunes, à différents moments de l'histoire, peuvent être attirés par des causes qui leur apparaissent comme des causes pour lesquelles on peut risquer sa vie. Ça peut être des bonnes causes et des mauvaises causes. Je veux dire, ça va des brigades internationales en soutien à la République espagnole au mouvement de soutien aux brigades rouges italiennes et à d'autres. Mais là-dessus, je ne veux pas m'étendre. Je dirais simplement que il me semble que pour répondre aux défis, la réponse doit être politique. Mais avant d'aborder ce point, je voudrais juste dire un petit mot sur cette idée de guerre contre le terrorisme. Ça fait très longtemps que je suis convaincu que c'est une guerre qui n'a aucun sens. Parce que le terrorisme n'a aucun sens. Le terrorisme est un concept vide. C'est mettre dans le même sac, sous le même parapluie, le Sentier lumineux, ETA en Espagne, le Hezbollah, le Hamas, Al-Qaïda, et dire tout ça c'est le terrorisme, ça n'aide en rien à comprendre ça. Le terrorisme c'est une arme qu'on peut condamner. On peut dire au mieux que c'est une attaque contre des civils innocents pour obtenir des objectifs politiques. On peut remarquer que toutes les organisations de libération l'ont fait à un moment ou à un autre. Le Front de libération nationale algérien l'a fait, l'ANC d'Afrique du Sud l'a fait, le Hamas et l'OLP l'ont fait, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'idée que nous nous battons contre une forme de lutte, c'est un peu comme si on disait on va mener une guerre mondiale contre les chars, ou contre l'arme nucléaire, ou contre... Non, ça n'a pas de sens. Il y a une guerre à mener contre des groupes politiques déterminés, dans des contextes politiques déterminés. Comment alors sortir de cette situation? Bien sûr, je veux dire, il y a une lutte à mener contre des groupes qui sont dangereux, qui relèvent des autorités policières. Je veux dire, l'Europe a toujours connu à différents moments des mouvements d'action contre des civils. On a connu ça en France et en Europe avec l'anarchie à la fin du 19e siècle, 20e siècle. On a connu ça à d'autres moments. Bon, c'est-à-dire c'est une lutte qu'il faut mener et à certains moments, elle est plus dangereuse. Enfin, on est confronté à des dangers plus grands qu'à d'autres. Mais penser que c'est cette guerre elle-même qui va permettre de régler le problème me semble faux. D'abord, parce que je pense que ce n'est pas une guerre au sens où on l'entend traditionnellement. Une guerre, ça veut dire l'implication des armées. C'est d'ailleurs ce que l'Europe et les Américains font, c'est impliquer les armées, alors que la lutte contre le terrorisme contre ces groupes relève plutôt des appareils policiers. Mais je pense encore qu'elle sous-estime totalement, pour ce qui nous concerne, les conséquences des politiques menées par les Européens et les États-Unis dans la région. Qu'on se comprenne, je ne dis pas du tout que tout vient de ces interventions étrangères, que tout vient des ingérences occidentales dans la région. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elles pèsent énormément sur la situation. Et si les gouvernements locaux ont des responsabilités, je crois qu'il y a, si on veut vraiment tarir la source du terrorisme, il faut effectivement s'attaquer aux problèmes politiques. Et je dirais qu'il y a trois exemples de choses qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. C'est la question du conflit israélo-palestinien et de la manière de le résoudre. Il faut bien comprendre, le conflit israélo-palestinien, c'est un petit conflit.
Il y a relativement peu de morts si on compare au conflit en Syrie, en Irak et ailleurs. En même temps, c'est un conflit qui est, pour tous les gens qui ont été dans la région, c'est un conflit qui est symbolique, qui est la preuve pour le monde arabe et musulman du double langage occidental. C'est-à-dire du fait qu'on dit qu'on est pour le droit des peuples, mais en fait, on s'arrête dès qu'il s'agit de la Palestine. Or, sur ce conflit israélo-palestinien, il faut le reconnaître, depuis les accords d'Oslo, l'Union européenne est paralysée, les États-Unis sont toujours du côté d'Israël, même quand il y a des divergences entre M. Obama et M. Netanyahou. Et tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, dans le cadre de la pensée européenne sur ce conflit, il n'y aura pas de solution. Je le dis d'autant plus que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est allé dans la région. Des fois, je me demande d'ailleurs pourquoi ils perdent leur temps. C'est-à-dire que c'est tellement évident que ça ne peut pas donner. S'il n'y a pas le rapport de force, aujourd'hui, on a en Israël un gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite, avec des forces qui sont des forces fascisantes, et on dit on va négocier avec eux en bonne foi. Mais en bonne foi, la plupart de ces gens, ils le disent d'ailleurs, on l'entend, ils pensent que l'ensemble de la Palestine, c'est Eretz Israël, et ils pensent que les Arabes n'ont pas leur place, et que les plus clairs disent qu'il faut les expulser. Donc tant qu'on sera dans cette situation, sans aucune mesure prise contre le gouvernement israélien, qui est le seul à refuser une solution, c'est-à-dire il négocie avec l'OLP qui a depuis longtemps accepté la solution de 2 États, on aura une situation d'impasse, et après on s'étonnera de voir monter le Hamas, et aujourd'hui et demain on s'étonnera et on regrettera le Hamas parce qu'on aura l'État islamique à Gaza. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble importante, c'est le double langage que nous avons sur la question des dictatures et de la démocratie. Après 2011, il y a eu une espèce d'autocritique européenne, notamment, en disant on a eu tort de soutenir Ben Ali, de soutenir Moubarak, finalement c'était pas bien, etc. Et aujourd'hui, avec le recul des révolutions arabes, on revient à la même situation, et je veux le dire très clairement pour l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est un gouvernement militaire issu d'un coup d'État militaire qui a condamné à mort le seul président élu démocratiquement dans l'histoire de l'Égypte. Et ça ne provoque aucun... Ça provoque des gens, bien sûr, on dit qu'on ne souhaite pas qu'ils soient exécutés. Mais aujourd'hui, en tous les cas, je peux le voir pour la France, le rapprochement des relations, des rapports entre la France et l'Égypte est quand même quelque chose de frappant. Je ne veux pas croire que c'est uniquement parce qu'on a réussi à leur vendre quelques rafales et que ça nous a aidés, mais il y a quand même, il faut bien comprendre, qu'est-ce que vous dites? Si vous voulez, le discours aujourd'hui des groupes djihadistes face à l'idée de la démocratisation, c'est de dire la démocratisation que vous prônez est un leurre. Je rappelle toujours qu'au lendemain du coup d'État en Égypte, Ayman el-Zawahiri, le numéro 1 d'Al-Qaïda, a fait une lettre aux frères musulmans en leur disant, vous voyez, vous avez essayé la démocratie, ça ne marche pas. Et donc il y a une espèce d'accord entre cette rhétorique des groupes djihadistes, la démocratie ne marche pas, et la position européenne qui est de fait, la démocratie ne marche pas. Et la troisième chose qu'on pourrait faire, il y en a plein d'autres, c'est aider les pays qui ont réussi, et notamment la Tunisie. Vous savez, la Tunisie, c'est extrêmement fragile. Il y a un développement d'un mouvement djihadiste parce qu'il y a une situation économique et sociale qui est absolument insupportable dans le sud du pays, notamment, dans les régions qui ont commencé la révolution. Or, dans les négociations entre l'Union européenne, le FMI, le Fonds monétaire international et la Tunisie, nous faisons comme si la révolution n'avait pas lieu. On leur demande les mêmes conditions qu'on demande par ailleurs à la Grèce et à d'autres, en leur disant il faut vous soumettre. Et puis, si c'est ça, demain on aura les djihadistes en Tunisie et nous en serons responsables. Je voudrais dire simplement en conclusion, j'ai lu récemment un article d'un historien américain qui évoquait les échecs des tentatives du Troisième Reich allemand de développer une alliance entre le Troisième Reich et l'islam. Et il notait que finalement, ces échecs étaient assez proches des échecs occidentaux, parce qu'il y avait d'abord, je le cite, une ignorance de l'islam et de sa diversité, et de la part réelle et différenciée que joue cette foi dans la vie quotidienne de ceux qui s'identifient comme musulmans. Les Occidentaux surestiment la cohérence de l'islam et donc leur capacité à le manipuler.
Il n'y a pas de traduction? Si? Si. Donc, il y a, c'est intéressant de voir que cette ligne de pensée, elle est européenne, et elle renvoie à ce que Édouard Saïd appelait l'orientalisme, c'est-à-dire une manière de figer les sociétés orientales dans un déterminisme très simple. Et je terminerai là-dessus en disant que c'est cette vision qui fait que, du fait que ces sociétés soient musulmanes, on pense qu'elles ont une cohérence globale, une politique globale, une manière d'agir globale. C'est ça que moi j'appelle l'islamophobie, c'est-à-dire une incapacité à comprendre que l'islam, comme toutes les religions, est diverse et que les pays musulmans, comme tous les pays du monde, ils sont très divers, ils se font la guerre bien qu'ils soient musulmans, ils peuvent s'allier avec des puissances dites chrétiennes, etc. Et c'est cette diversité qu'il faut accepter et ne pas se servir de cette grille d'analyse, parce que c'est une grille d'analyse qui non seulement est fausse, bon, ce qui me semble évident, mais aussi est perdante et provoque des catastrophes. Je vous remercie. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem ara al nostre amic Mohamed El-Adraoui, qui és expert en salafisme, és investigador en el programa Max Weber de la European University Institute a Florència. Com vostès saben, és el gran centre de postgrau universitari que forma part de les institucions europees i que té seu a Florència amb un enorme prestigi. Ja la parola. Bueno, no sé en quina llengua has de parlar. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation de la part de l'IEMED. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un certain nombre de sujets. Comme vous l'avez bien mentionné et comme Alain vient de l'illustrer, c'est une région qui nous intéresse pour des raisons éminemment problématiques, violence, extrémisme, haine, hostilité, manipulation. Souvent, quand on en vient à évoquer le monde arabe, eh bien, le registre de la passion prend assez rapidement le dessus sur celui de la raison et de l'analyse. Donc si nous sommes ici, a priori, c'est pour faire preuve d'un peu d'analyse et essayer de voir ce qui se cache derrière les termes. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur la question du salafisme. Et cette question m'a amené à m'intéresser à certains mouvements aujourd'hui qui sont en une, qui font l'actualité, à mon avis pour encore de nombreuses années, dans la mesure où les conditions politiques, sociales d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient et du monde arabe plus généralement, et même au-delà du monde arabe, de l'Afrique, le Mali par exemple, le Soudan, la Somalie, l'Inde, la Birmanie font l'objet de questionnements aujourd'hui. Eh bien, ces mouvements ont une idéologie à laquelle je vais m'intéresser pour ensuite passer à des considérations plus sociologiques. Qui sont ces personnes aujourd'hui qui combattent? Pour quelles raisons? Quel est leur imaginaire? Et une dernière question sera qu'est-ce que cela signifie pour nos sociétés? À quoi est-ce que ça renvoie en termes d'évolution structurelle, de long terme, lourde pour le monde aujourd'hui? Le monde musulman, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a expérimenté, a vu la naissance, l'émergence, la consolidation d'une idéologie qu'on appelle ou qui s'est appelée, ou qui s'appelle toujours le djihadisme. À l'instar de nombreuses traditions religieuses, l'islam connaît une variété d'approches, de lectures, d'interprétations, dont l'une le pousse au fondamentalisme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, d'acteurs, d'imams, de leaders religieux, de groupes, plus ou moins politiques, plus ou moins politisés, ont réagi aux défis que représentait à partir du XVIIIe et du XIXe siècle la domination européenne, en prenant un retour aux sources. Il y a un siècle, grosso modo, naissait en Égypte le mouvement des frères musulmans, un mouvement qui entendait réactiver une compréhension qui se voulait authentique, originelle de la religion, pour permettre aux musulmans, censément humiliés, opprimés, mis au bas de l'échelle mondiale, leur permettre d'initier un renouveau civilisationnel. Des groupes également qui se disent salafistes. Je ne sais pas si des gens parmi vous parlent l'arabe, mais l'expression salaf saleh, notamment au sein du sunnisme, est une expression extrêmement populaire, extrêmement bien connue, qui signifie les vertueux devanciers, les pieux prédécesseurs, les sages anciens. Et donc, de manière régulière, dans l'histoire des sociétés musulmanes depuis plusieurs siècles, à chaque fois que se présentait une crise, des personnes ont fait savoir qu'il était possible de sortir de la crise en renouant
avec l'héritage des premiers musulmans, les salafs salih. C'est pour ça qu'on parle de salafisme. Le salafisme renvoie à cette doctrine, à cette matrice, eh bien, qui est censée faire revenir les musulmans au 1er siècle de manière à se régénérer, de manière à retrouver l'essence de leur religion, de leur foi, de leur pratique. Et les salafis vous diront, comme beaucoup d'islamistes d'ailleurs, eh bien, les musulmans n'ont jamais été aussi forts, aussi respectés, n'ont jamais connu autant de succès que lorsqu'ils étaient fidèles à leur foi. Donc quand il y a un défi, par exemple la colonisation, il y a de cela 1 siècle, 1 à 2 siècles, eh bien les musulmans gagneraient, encore et toujours aujourd'hui, à revenir à l'origine de leur foi. Ces mouvements sont divers et malheureusement je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien certains mouvements islamistes vont, en se confrontant à certains régimes, pour la plupart autoritaires et militaires, comme Alain vient de les évoquer, dans le monde arabe, je pense par exemple à l'Égypte de Nasser à partir des années 50-60, eh bien certains islamistes, en se confrontant, vont radicaliser encore plus leur discours. Et certaines personnes, des générations d'islamistes qui vont devenir des djihadistes, eh bien, vont faire la réflexion suivante. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas mettre à bas les régimes qui causent la perte du monde musulman si on ne mène pas un combat violent contre ces personnes. Et une rupture majeure va être introduite à partir de là dans l'histoire des sociétés musulmanes, puisque la condition de musulman ne suffira plus. Il faut être musulman d'une certaine manière, répondre à certains critères et privilégier une approche non seulement politique et politisée de la religion, mais également violente, voire révolutionnaire. Et les djihadistes sont des personnes qui, eh bien, s'inscrivent dans ce courant. Ce sont des personnes qui, notamment dans l'Égypte des années 70, vont faire la réflexion suivante, vont la systématiser. Il est possible d'excommunier de nombreux musulmans, à commencer par celles et ceux qui dirigent les sociétés musulmanes. Est-ce que je vais trop vite? Non. Ça va? La traduction va bien? Tu vas un peu moins vite, peut-être. Dites-moi, n'hésitez pas. C'est... Madame dans le fond, d'accord, très bien. Eh bien, ces mouvements vont... À l'origine, ils sont relativement circonstanciés à certains pays, notamment à l'Égypte dans les années 70. Certains djihadistes, par exemple, vont être les auteurs de l'assassinat de Sadat, que vous connaissez certainement, le président Sadat, tué en 1981. D'ailleurs, à titre d'anecdote, l'assassin de Sadat avait crié cette phrase restée célèbre au moment où il tuait le président, « J'ai enfin tué Pharaon ». Donc, montrant par là qu'il n'avait pas affaire de son point de vue à un président musulman, alors que Sadat se présentait comme le président Al-Amin, donc un président musulman respectueux des principes religieux, eh bien les djihadistes anathémisent, donc favorisent l'anathème et l'excommunication des personnes qui, selon les djihadistes, ont trahi la religion. Aujourd'hui, le roi du Maroc, le roi d'Arabie Saoudite, le président Al-Sisi, par exemple en Égypte, sont de faux musulmans, des traîtres à l'islam. Et à partir de là, à partir notamment de la donne égyptienne, le djihadisme va rencontrer la géopolitique mondiale. Et dans les années 80, eh bien, la guerre d'Afghanistan, qui n'est pas une guerre à proprement dite religieuse, c'est une guerre qui s'inscrit dans le schéma de la guerre froide, je pense que vous savez à quoi je fais référence, dans les années 80, donc l'URSS, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, va intervenir en Afghanistan pour établir un régime communiste, et une opposition, une résistance va voir le jour, dont une partie importante est composée eh bien, des djihadistes. Et ces djihadistes-là eh bien, pensent que par le moyen militaire, par la révolution mondiale pour l'islam, il est possible de se débarrasser des ennemis de la religion. En ce sens, sur un plan interne, les faux leaders musulmans que sont Ben Ali, Moubarak, le roi d'Arabie Saoudite, etc., sont les ennemis de l'intérieur, les ennemis proches, les ennemis dont il faut se débarrasser. Et d'autres États qui ne sont pas musulmans, Israël, la Russie, les États-Unis, d'autres pays, eh bien, sont les ennemis lointains, des ennemis qui sont des États, des acteurs qui sont également animés de leur point de vue du désir de s'en prendre à l'islam et aux musulmans. Des conflits nationalistes, nationaux, locaux, des conflits entre ethnies, entre groupes sociaux divers, font l'objet d'une lecture unidimensionnelle. Par exemple, la Palestine, cause nationaliste, un phénomène de résistance nationale à une occupation et à une colonisation, est en réalité, du point de vue djihadiste, eh bien, une cause religieuse. C'est les musulmans contre les juifs et les juifs contre les musulmans. Le Cachemire, en Inde, est une cause religieuse, devient une cause religieuse. L'Afghanistan
par exemple dans les années 80 et 90, qui d'ailleurs expliquera pourquoi les talibans arriveront au pouvoir en grande partie, est une société majoritairement musulmane. Donc si on s'en prend à l'Afghanistan, on s'en prend à l'islam. La Tchétchénie, dans les années 90, par-delà les années 90. La Bosnie, dans la région des Balkans, dans les années 90. Aujourd'hui, la Birmanie. Il y a assez peu de djihadistes, voire pas du tout aujourd'hui en Birmanie, mais on peut, par exemple, parce que vous savez ce qui se passe en Birmanie, eh bien une persécution contre les Rohingyas, qui sont la minorité musulmane, une des minorités musulmanes, par le pouvoir politique, en grande partie, qui s'appuie en grande partie sur le clergé, les moines bouddhistes ou certains moines bouddhistes. On peut imaginer que d'ici quelques années, nous aurons un mouvement djihadiste qui émergera à la faveur du conflit, de l'opposition, de la lutte qui est censée prendre pour cible les musulmans dans certains pays. Le djihadisme est devenu aujourd'hui une école, une forme de courant politique. À l'intérieur de l'espace politique des sociétés musulmanes, il y a un courant, une offre djihadiste. Ce qui veut dire que, par exemple, un certain nombre de jeunes peuvent assez rapidement se sensibiliser, s'identifier aux thèses djihadistes. Très brièvement, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais en quoi elles consistent, ces thèses? La solution est politique et militaire, politique et violente. Le djihad, qui est un concept religieux éminemment polysémique, fait l'objet d'une lecture d'abord et avant tout véhémente. Il est possible de justifier la violence au nom de l'islam contre les ennemis de la religion. En cela, les djihadistes s'inscrivent dans un droit martial, un droit d'exception. On pose souvent la question du rapport entre théologie et violence, islam et violence. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les premiers à être d'accord avec l'idée, souvent, sauf exception, il y a des exceptions, mais souvent c'est ce qu'on observe. Parmi les premiers à accréditer l'idée que l'islam ne doit pas être violent, vous avez les djihadistes. Quelqu'un comme Oussama Ben Laden, mort en 2011 par exemple, faisait la réflexion suivante, il faisait le constat suivant. En tant que musulman, je peux très bien admettre l'idée que la violence est interdite. Mais moi, je ne raisonne pas en termes de droit musulman, sachant que l'expression droit musulman est à définir. Mais je raisonne en termes de droit d'exception. Dire ce qui est interdit devient autorisé en temps de guerre. Ce qui veut dire que Ben Laden, Az-Zawahiri, par exemple, qui sont les leaders historiques d'Al-Qaïda, pensent que la violence est autorisée. Contre qui? Il reste à définir qui est l'ennemi et comment agir contre lui. Est-ce qu'on s'en prend aux civils? Est-ce que la cible citadine de New York le 11 septembre 2001 est légitime? Certains leaders djihadistes vous diront oui, d'autres vous diront non. Est-ce qu'on peut s'en prendre à des enfants ou à des femmes, des gens qui ne combattent pas? Ça fait partie des questions qui, au sein de la littérature djihadiste, aujourd'hui, occupent depuis plusieurs années l'espace de réflexion djihadiste. Sachant que vous avez des réponses extrêmement diverses et variées. Après, à partir de 2003 en Irak, vous aviez des débats. Que faut-il faire des populations irakiennes qui viennent en aide aux soldats d'occupation de l'armée américaine en Irak? Vous avez une femme qui a été condamnée à mort pour avoir donné à boire à un soldat américain qui s'était perdu dans le désert. Faut-il s'en prendre uniquement aux leaders politiques? Est-ce qu'un policier, un juge de l'État égyptien sous Moubarak est une cible légitime, puisqu'il juge en fonction d'une loi qui, en théorie, n'est pas religieuse, puisqu'il sert un pouvoir qui, en théorie, est vu comme apostat à l'islam? Le roi d'Arabie Saoudite, qu'on voit aujourd'hui comme un leader fondamentaliste d'un pays qui se veut également fondamentaliste, est une cible pour certains djihadistes. Pourquoi? Parce qu'il a fait certaines choses qui le mettent en dehors de l'islam. Il a par exemple noué une alliance avec la puissance américaine. Il a trahi les frères palestiniens, etc., etc. Donc ces débats-là aujourd'hui retrouvent notamment à la faveur de certains conflits, comme en Syrie, retrouvent une forme d'acuité. Monsieur Assad est vu comme un non-musulman. Est-ce que la démocratie est une manière de réformer les sociétés? L'écrasante majorité des djihadistes vous répondra non. L'un des dirigeants d'Al-Nusra, je ne sais pas si vous connaissez le front Al-Nusra, qui est extrêmement influent aujourd'hui en Syrie, dont les dirigeants et les membres ont fait allégeance à Al-Qaïda. L'un de ses dirigeants, El-Joulani, a récemment annoncé publiquement que Sisi, les frères musulmans, avaient commis une gravissime erreur en pensant que l'Égypte se serait donnée à eux, que l'Égypte pourrait être, que le pouvoir égyptien, le pouvoir militaire, pouvait accepter qu'un pouvoir islamiste arrive au pouvoir. Cette offre religieuse, symbolique, politique, militaire
eh bien, elle a depuis les années 80, depuis l'Afghanistan constituant la véritable matrice du djihadisme à l'époque contemporaine, eh bien, elle a su, embrasser un certain nombre de profils sociaux. On sait que le djihadisme ou les courants djihadistes sont parmi les courants à l'intérieur de l'islam les plus, entre guillemets, universels, au sens où ils sont ceux qui sont les plus globalisés, qui ont la capacité de drainage des origines et des profils les plus diverses. Certains mouvements islamistes, comme les frères musulmans, comme le Hamas, comme les frères musulmans en Égypte, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban, sont des mouvements en grande partie islamo-nationalistes. Qu'ils sont des partis avec un discours et un programme qui se veut religieux, qui découlent, donc comme ils disent, du Coran, de leur point de vue. L'islam est la solution, le Coran est notre constitution, n'est-ce pas? Mais leur base sociale est d'abord et avant tout nationale, voire locale dans certains cas. Le Hamas a connu ses succès sur les difficultés rencontrées par l'OLP, et notamment le Fatah. Mais au sein des mouvements djihadistes, c'est l'inverse, du moins en théorie. C'est-à-dire que ce sont les mouvements qui attirent le plus de personnes qui ne sont pas à l'origine musulmane, de convertis. On estime qu'au moins un quart, voire un tiers des effectifs des mouvements djihadistes aujourd'hui sont le fait de personnes qui ne sont pas nées dans des familles musulmanes. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, d'autres pays, il est relativement fréquent, du moins de plus en plus fréquent, de voir des parents qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'islam, excusez-moi, je vais terminer dans quelques instants. Se plaindre du fait que leurs enfants ont été, entre guillemets, endoctrinés et ont embrassé une religion qui n'est pas originellement la leur. Le djihadisme n'est pas l'islam du retour de l'islam, c'est l'islam de la mondialisation violente. C'est l'islam de la réaction à un certain nombre de conflits. En Syrie aujourd'hui, vous avez parmi les groupes les plus représentés des Belges, des Français, des Saoudiens, des Tunisiens, des Émiriens. Les pays aujourd'hui qui donnent les contingents, qui fournissent les contingents les plus importants pour les mouvements djihadistes, ne sont pas les pays en général où le conflit se déroule. Vous avez une part de Syriens dans le conflit syrien aujourd'hui, mais vous avez une majorité de personnes qui sont extérieures à l'origine au conflit syrien. Vous avez un modèle extrêmement important sur un conflit qui à l'origine n'est jamais religieux, par exemple Assad contre son peuple, se greffe une offre politique qu'on appelle le djihadisme. C'était pareil en Tchétchénie il y a quelques années, en Bosnie ou ailleurs. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, est en train de se greffer, est-ce qu'il faudra surveiller ça et voir ce que ça va donner dans quelques années, mais vous avez le djihadisme ou certaines communautés, certains groupes djihadistes qui viennent sur le conflit israélo-palestinien convertir, imprégner le conflit, imprégner la donne politique de leur idéologie. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Je pense qu'il y a 2 ou 3 raisons sur lesquelles ce sera ma conclusion. C'est parce qu'il y a l'échec des acteurs traditionnels qui n'arrivent pas à solutionner le problème. Typiquement la Palestine, typiquement la Tchétchénie, typiquement la Syrie. Le discrédit porté sur la résistance non islamiste ou non djihadiste en Syrie est extrêmement important. Et en cela, un certain nombre de pays occidentaux, en n'aidant pas la rébellion, la résistance, ont certainement leur part de responsabilité. Deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement facile de devenir djihadiste aujourd'hui. Sur un plan religieux, ce n'est pas une armature idéologique extrêmement importante qu'il faut avoir. Il faut accepter l'idée que l'islam est un système politique et violent. Et troisième et dernier élément, c'est que ces conflits, les djihadistes, pour rejoindre les théâtres que je viens de citer là pendant ma présentation, bénéficient du soutien de certains États. Il n'y a pas de mondialisation uniquement du djihadisme. Il y a une aide de certains États. Aujourd'hui, la Turquie, voire d'autres pays européens, sont partie prenante de la mondialisation du djihadisme. Je termine sur un exemple. Il n'y a pas encore de djihadisme aujourd'hui en Birmanie, parce qu'il est difficile d'aller en Birmanie. Les frontières sont fermées. Il est encore assez difficile, ce sont les Palestiniens qui deviennent djihadistes dans la bande de Gaza, mais il est difficile d'aller dans la bande de Gaza, parce que les Israéliens ferment les frontières. Ce n'est pas le cas en Syrie. C'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles le théâtre d'opération politique syrien s'est djihadisé ces dernières années, et que ça restera encore le cas pendant, je pense, plusieurs années. Merci beaucoup. Bé, y ahora volvemos sobre, fundamentalmente, yo creo, con Jordi Moreras, que es especialista en ello, como sabéis,
Sobre el tema de las... bueno, Jordi Moreras, pues yo creo que es evidentemente conocido, pero en fin, voy a decir que es profesor del Departamento de Antropología y Filosofía y de Trabajo Social en la Universidad Rovira i Virgili, en fin, colaborador con esta casa desde hace muchísimos años. Él es especialista en tema de las comunidades musulmanas establecidas en Europa y aquí en el entorno catalán en especial, ¿no? Y ahí hay ciertamente también muchísimas preguntas que nos hacemos, ¿no? Cómo gente nacida en un contexto como este y que a lo mejor no tiene antecedentes familiares que se relacionen para nada con un país musulmán van hacia esa radicalización, etcétera, ¿no? Jordi, tienes la palabra. Català o castellà, com vulguis. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Sempre és un plaer estar aquí amb amics i, per tant, doncs, intentem assolir el repte que ens planteja el debat perquè és prou ambiciós, no? Poder resoldre quines poden ser les causes i les respostes a la radicalització, no? I si volem fer-ho més amb una perspectiva d'un cert rigor, no? I no simplement reproduint les banalitats i simplificacions a l'ús. Deixi'm dir un parell de reflexions abans de començar a parlar d'alguns dels elements que en poden d'alguna manera servir per situar el debat entorn a la radicalització. La primera reflexió no és una negació del procés que estem analitzant, la radicalització, però sí és un crit d'alerta respecte a aquest artefacte discursiu que estem elaborant a l'hora d'explicar molts dels processos que tenen a veure amb les comunitats musulmanes presents a Europa i altres països del món. I ho dic perquè darrere d'aquest artefacte discursiu s'hi apleguen molts punts comuns, molts prejudicis, moltes qüestions que requeririen ser analitzades, perquè en el fons no deixen més que mostrar prejudicis d'ample espectre que són propis de la nostra societat, que hem elaborat en relació a l'islam i els musulmans, i que ara en parlar de radicalització tornen d'alguna manera a ser posats, no? Almenys diguem des dels punts de partida, no? Per tant, no vull negar el procés social del qual necessitem tenir més dades per analitzar, però sí que tinguem una certa alerta entorn a aquesta recreació discursiva de l'explicació d'alguns dels processos, no? Tal com s'ha dit a la taula, hi ha moltes de les circumstàncies que socialment requeririen tota una anàlisi que no poden ser explicades només d'acord amb una lògica teològica. La segona reflexió l'he posat en el text, per tant, doncs, allà està. Té a veure amb l'anàlisi de les diferents iniciatives de contrarradicalització que s'han fet arreu d'Europa i d'Occident, en definitiva. I moltes d'elles acaben arribant a proposar temes que haurien d'haver estat proposats fa temps, o el que és el mateix, parlar de la necessitat de que les comunitats musulmanes a Europa tinguin la capacitat per empoderar-se, per desenvolupar estructures que siguin capaces de fer front a les seves situacions internes i externes, que tinguin capacitat per poder desenvolupar veus pròpies, per poder treballar específicament amb els joves. Tot això, que ara es proposa com a noves iniciatives contra la radicalització, fa temps que hauria d'haver estat en marxa, no? Potser el que ens hauríem de preguntar és com no han ajudat a fer-ho, no? O millor dit d'una altra manera, què és el que hem posat com a inconvenient a l'hora de poder mostrar la capacitat d'autogestió organitzativa d'aquests col·lectius, no? Aquestes bàsicament les dues reflexions que jo volia fer a l'inici, i volia partir d'una pregunta que d'una manera molt sintètica i probablement excessivament abrupta intentaré presentar-los, no? La pregunta que vull plantejar-li és per què hi ha joves que no es radicalitzen? I no al revés. És a dir, per què hi ha... I ho dic bàsicament per una qüestió simplement de derivació estadística. Segons les fonts dels Mossos d'Esquadra, hi ha 25 persones que poden haver marxat a lluitar a Síria. I aquestes persones, doncs, evidentment, es referencien a un context ampli, del qual no sabem ben bé si estem parlant de persones nascudes en famílies musulmanes o no, però si només parléssim de les 27.000 persones d'origen marroquí que viuen a Catalunya entre 14 i 24 anys, que són les persones que d'alguna manera podien estar dintre d'aquest perfil, no vull evidentment identificar cap mena de perfil nacional relacionat amb el radicalisme, ni molt menys, no? Però si només prenguéssim aquesta comparació entre aquesta estimació i aquest nombre de persones, ens trobaríem amb un perfil d'una prevalència
estadística que seria inferior fins i tot a qualsevol malaltia rara d'aquestes que sovint acostumem a fer maratons de tant en tant. I els hi dic perquè, i els hi faig aquesta reflexió bàsicament estadística, per veure fins a quin punt ens preocupen coses que fins i tot els mateixos serveis d'informació ens estan dient a tota l'hora que no són les estructures ni les dinàmiques que defineixen la vida de les persones musulmanes a Europa. No obstant, torno a dir-los, estem amarats a tot aquest conjunt de situacions concretes que es van pensar en la radicalització com a nou eix d'atenció nostra. Com que abans he dit, i torno a insistir, que per entendre la radicalització s'ha d'estudiar sociologia o antropologia i no pas teologia, deixin que els faci una triple reflexió entorn a tres eixos, entorn al que hem après o no en relació als estudis que durant ja gairebé 30-40 anys portem fent arreu d'Europa en relació als joves musulmans. Perquè no pot ser que al final de tot el procés, no pot ser que al final de tota l'anàlisi que hem fet durant tants anys, el resultat sigui que, fixa't, al final hem acabat amb la radicalització violenta. No pot ser que al final de tot el procés d'anàlisi de tots els diferents mecanismes de com s'han generat pertinences, com s'han generat identitats, com s'han generat processos de trobar un espai entre les societats europees i com les societats europees amb un diàleg desigual, però en tot cas, diguem-ne, viu, que acabem pensant que tot el que al final s'acaba resolent amb una qüestió d'una derivació cap a la radicalitat natural, entre moltes cometes, dels musulmans. Començaré parlant de la discontinuïtat entre les generacions, que representa haver de discutir un dels principals elements que durant molt de temps ha centrat la nostra atenció a l'hora d'analitzar com els joves d'origen immigrat, els joves nascuts d'una família immigrada, nascuts a Europa, aquests mal anomenats segona generació, es convertien en persones que eren continuadors d'unes referències culturals i religioses pròpies dels seus pares i que ells intentaven per tots els mitjans possibles de reproduir. I hem entès que bàsicament la qüestió que tenien que veure és com es tornava a reproduir el que era propi de les seves famílies. Aquesta continuïtat entre generacions no és tan directa. La transmissió cultural, i això ho diem molt els antropòlegs, no és una cosa automàtica, que es faci simplement per la voluntat d'unes persones i per l'acceptació d'unes altres en assumir aquests referents. Tot el contrari. Sabem, i ho hem dit, i s'ha dit de forma molt explícita, que les pertinences dels joves són molt diferents de les que han elaborat els seus pares en la relació amb la societat occidental. I la relació amb la societat occidental que tenen els joves no tenen res a veure amb la que tenien els seus pares. I quan estic parlant de joves no estic parlant de segona generació, estic parlant, diguem-ne, de joves sorgits a famílies musulmanes que probablement ja hem perdut la compta de les generacions presents al nostre país. Per tant, aquesta connectivitat és més fràgil de la que ens imaginem i, per tant, no és una qüestió de xoc de cultures o de problemes respecte a com fer dobles identitats, sinó que estem parlant d'identitats que es recreen de forma nova i que no són simplement transmeses de forma automàtica, torno a insistir. El capital social que els joves han elaborat en la seva interacció amb els seus companys de la seva edat, amb els grups d'iguals, és molt més potent que no, per exemple, el capital social que sigui derivat d'aquest conjunt de referències familiars, culturals i religioses que han estat, diguem-ne, adquirides a través d'aquesta transmissió. I això és un element fonamental, perquè és l'element sobre el qual reposa bona part d'aquestes noves pertinences que s'elaboren. Tot això ho estic dient bàsicament perquè quan parlem de radicalització, una de les coses que diem és que la radicalització planteja un procés de ruptura. Un procés de ruptura social respecte a les referències de les famílies i respecte al context social en el qual s'hi troben. I estem pensant en persones que s'han radicalitzat i han tallat qualsevol nexe amb la societat que els envoltava. I per arribar-hi a això, crec que és important, que ens donem compte que aquests processos de desvinculació tenen no gradacions, sinó que tenen moltes variables, que tenen moltes formes concretes. I un procés de desvinculació, és a dir, un procés d'allunyament de les referències pròpies de les famílies, és gent, per exemple, que ha aconseguit, entre cometes, sortir del seu àmbit comunitari de relacions per arribar, per exemple, a treballar en àmbits influïts per relacions socials i valors occidentals i que nosaltres, per exemple, després ho plantegem com a èxit en la integració i que plantegen una certa distància, una certa desvinculació respecte a aquell nucli en el qual nosaltres després en parlàvem respecte a aquesta
transmissió cultural. És a dir, les formes de la desvinculació no són simplement les del jove radicalitzat, que abans havia estat rapero i ara resulta que s'ha convertit en jihadista. Hi ha molts models en els quals els joves estan intentant negociar tots aquests processos. I això, que no és més que descriptiu, des d'un punt de vista d'interpretació, ens és útil per plantejar precisament tots aquests elements en els quals arguments que propugnen, ja no diré el tema de l'anatema, però sí propugnen el tema del rebuig o el tema de la ruptura i que ho elaboren a través d'un criteri en el qual situar-se a banda de la societat és el que és correcte a fer d'acord amb una determinada lectura d'un islam literalista que d'alguna manera intenta proposar-se com a únic univers de referència en l'islam europeu, doncs és quelcom que ens obliga a repensar aquests processos de transmissió i de relació entre les dues generacions. Aquesta és la primera idea. Ja els he dit que ho faré de manera molt sintètica. La segona té a veure també de nou amb quelcom que s'explica més des de l'estructural que no pas respecte a la mala gestió individual d'un procés o una experiència de fracàs social. Perquè moltes vegades pensem que la radicalització l'hem d'entendre només pel fet que un ha tingut una mala vida i ha tingut mals companys i ha viscut en un barri xungo, i perdent l'expressió. Vostès sabien que aquell policia que van assassinar a París també vivia al 93, és a dir, vivia a Clichy-sous-Bois, que és un dels referents del que seria la banlieue absolutament fora de lloc i absolutament desubicada dintre del subconscient o inconscient col·lectiu francès? Com és possible? Com és possible que aquella persona encara representés un model determinat i, en canvi, el senyor Squashi i el senyor Coulibaly avui en dia ens porti a generar tanta tensió respecte a les seves vides i miracles? Deixi'm, doncs, parlar d'aquest segon element estructural que té a veure amb la crisi dels models de socialització. El problema quin és? El problema és que aquests joves no saben gestionar les seves identitats múltiples o és que els models de socialització que els hem ofert i que no només els oferim a ells, sinó que els oferim al conjunt de les nostres joves, cada vegada es troben més en entredit. Cada vegada ho tens més complicat per ser membre d'aquesta societat i poder tenir la garantia que estudiant i treballant tindràs un futur més o menys reeixit. Fa no gaire, cal recordar que un informe de l'OCDE deia que una part substancial dels joves dels països desenvolupats d'aquella franja d'edat tan complicada d'accés a la feina, dels 15 fins als 21 anys o 23 anys, que ni treballaven ni estudiaven, probablement es quedarien fora del mercat laboral. No estem parlant de joves immigrants, no estem parlant de joves amb un hàndicap d'integració social, estem parlant amb joves amb uns altres hàndicaps d'integració social o probablement amb l'evidència que el nostre sistema educatiu no ha permès garantir aquella utopia meritocràtica, en la qual deia que si tu estudies no et preocupis que tindràs un bon futur. Bé. Parlant d'aquestes crisis de socialització, ja els he dit comentat anteriorment la importància que puguin tenir aquests capitals socials que són elaborats pels joves, i sabent que, per altra banda, si haguem d'analitzar, i crec que Mohamed Ali Adraoui amb els seus treballs ho ha mostrat bé amb l'anàlisi del salafisme, ha mostrat com els capitals socials que són compartits entre persones que comparteixen la meva experiència, una experiència que està marcada amb més o menys intensitat per tot un procés d'exclusió social, acaben generant una complicitat, acaben generant una mena de capacitat per poder donar resposta, per generar també un procés de socialització que substitueix el fracàs del que altres institucions havien proposat a l'hora de poder incorporar aquests joves dintre de la societat. I aquest procés de substitució, que és quelcom que al llarg de les ciències socials ha estat un fenomen clàssic, el de les bandes llatines, el de les bandes que no són llatines, i qualsevol, diguem-ne, de les pandilles urbanes o qualsevol mena d'articulació en la qual les identitats deteriorades puguin ser d'alguna manera revivificades, plantegen aquesta necessitat de generar aquestes noves sociabilitats alternatives que no poden oferir, per exemple, els àmbits institucionals, que no poden oferir l'escola, que no pot oferir la feina, que no poden oferir aquelles institucions a les quals tots nosaltres hi formem part i que probablement avui ens donem que a vegades hom té la sensació de ser una mica orfe. Si aquestes institucions han perdut aquesta dimensió mediadora, si no tenim confiança en aquestes iniciatives de socialització, probablement s'obre un buit. I aquest buit referencial, evidentment, sempre està a disposició de qui pugui omplir-lo
per poder donar una mica més de sentit. Però si el problema només el tinguessin a la societat europea respecte a les seves institucions, doncs diríem, bueno, mira, tenim un problema estructural, aviam com ho podem fer. Però és que a més jo crec que hem d'afegir un altre element, que té a veure amb la crisi dels models de socialització que són aportats pels mateixos col·lectius musulmans a Europa. És a dir, les dues institucions de referència de l'Islam dels primers moments a Europa, la mesquita i la família, les dues institucions no han acabat de complir el que era el seu objectiu inicial, que era garantir aquest procés de socialització, aquest procés de transmissió, d'allò de mantenir que els seus fills fossin com ells havien estat, com els pares havien estat, em refereixo. Per tant, aquesta situació ha generat un altre buit referencial, si m'apureu, potser amb més intensitat i amb més capacitat de poder buscar alternatives fàcils i de primer ordre que probablement mereixen ser analitzades. I, de fet, això serà l'última cosa que diré en la meva exposició. El tercer punt, que té a veure respecte a una valoració certament subjectiva per part meva, que té a veure amb les alternatives insatisfactòries. És a dir, aquelles alternatives en les quals, davant d'aquesta dispersió referencial, davant del fet que els joves musulmans europeus poden tenir certs dubtes en relació que la institució familiar o la institució de la mesquita, moltes d'elles, evidentment, en dues institucions, moltes vegades ben trebades, a vegades ben relacionades entre elles, a vegades no, però en tot cas això ja és propi de les diferents sociologies que en fem en virtut d'aquestes comunitats. No sentir-se formant part d'aquestes referències pot fer buscar aquesta nova entrada. Recordo durant una mica de temps, i fins i tot en aquesta mateixa casa, vam estar parlant de la creació dels nous intel·lectuals musulmans i vam invitar persones que representaven aquest model en el qual semblava que els joves musulmans poguessin reflectir. No sé si avui en dia aquests nous, que ja són una miqueta més vells, intel·lectuals musulmans, i tots són vells, evidentment, poden donar resposta a alguns dels interrogants que avui en dia es plantegen, però això serà un altre tema. Amb aquestes contradiccions, torno a dir, es generen alternatives possibles. I aquestes alternatives possibles, si analitzem la vida i miracles d'algunes de les persones que hem citat i d'algunes de les persones que han format part d'aquests processos de radicalització, veurem que han estat o bé subcultures urbanes, la ràbia o la rage, com dirien en francès, del rap, queda molt bé, però probablement té una lectura excessivament efímera. Tot aquest conjunt de subcultures urbanes poden tenir d'alguna manera un cert sentit, no ho entraré jo a jutjar, però probablement un model d'un islam descontextualitzat, d'un islam idealista, d'un islam que rebutja la seva pròpia història per desenvolupar veritablement les bases d'aquest retrobament amb l'islam veritable, el veritable islam, aquell que d'alguna manera s'ha perdut de referència perquè se li han adherit excessivament elements culturals i d'altres referències, aquesta capacitat per poder omplir aquest buit probablement avui forma part d'un dels escenaris amb més vigor del panorama de les comunitats musulmanes a Europa. És curiós, aquest islam literalista, que podríem d'alguna manera també vincular amb el que ha treballat molt bé Adraoui amb el tema del salafisme, representa un islam que es presenta com a institució. És a dir, que requereix i exigeix a la gent que vulgui formar part d'aquest islam veritable un procés de resocialització, és a dir, un procés de nou tornar una altra vegada a aprendre, i a partir de llavors generar tot un procés de distanciament, tot un procés d'articulació de per què s'explica la ruptura, per què és necessari desenvolupar models alternatius, etc. Clar, és un islam que certament està desenvolupant, com us diria, un model moral concret, una forma d'intentar reordenar el conjunt de referències que fan part d'aquest col·lectiu. Una d'elles, evidentment, és les seves relacions amb la societat occidental. Un islam que, torno a insistir, de forma paradoxal vol substituir aquelles dues institucions a la clàssica que formaven part de l'islam ordinari, la mesquita i la família, donant-los un altre sentit, és a dir, generant un procés de reconstitució, reconfiguració d'aquestes dues institucions, però en el fons el que planteja bàsicament és desenvolupar un model de competència, un model sense competència dintre d'un univers de sentit relativament simple. Però clar,
aquí és on apareixen probablement dos elements que valdria la pena també situar, no? Sense nominalitzar i sense posar etiquetes de a qui ens estem referint quan estem parlant d'aquest islam, sinó aquesta capacitat de definir aquest model autàrquic, certament, no? Que d'alguna manera planteja la capacitat de definir un model que sigui aplicable en totes les circumstàncies i moments. Probablement hi apareixen dos problemes. El primer d'ells té a veure amb que aquest progressiu aïllament del col·lectiu, aquesta proposta per poder desvincular el col·lectiu del conjunt de referències de les societats europees, doncs, primer, acaba posant en dubte tot el procés de camins, tots els processos de camins que s'han desenvolupat en relació a la convivència, o com li vulguem dir, i que acaben definint la singularitat en termes d'excepcionalitat, la qual cosa, diguem-ne, des del punt de vista legal, des del punt de vista, diguem-ne, del debat, és un tema que probablement haurem de començar a abordar aviat. I segon, perquè aquest aparentment, diguem-ne, islam literal, el correcte, l'adequat, es veu superat per un altre islam encara més, no sé si m'atreviria a dir-li també islam, sinó per una altra forma d'entendre l'islam, en el qual el ritualisme purità no és suficient, en el que es promou una militància agressiva, nihilista, que no té res a veure amb una lectura espiritual de l'islam, i que podríem dir que un ultraradicalisme ve a combatre, fixeu-vos, aquest radicalisme. Clar, això genera un procés que desestabilitza, i no em refereixo a qüestions només des del punt de vista, ni tan sols, des del punt de vista de seguretat, sinó que té a veure amb un procés de desestabilització en l'ordre de referències d'aquest col·lectiu i en l'ordre de referències compartit amb les societats europees. Per tant, en el moment en què tots aquests discursos puguin d'alguna manera situar-se, doncs, torno a dir-vos, ompliran un buit de referències. Acabo dient el següent, i no és una resposta, ni una alternativa, ni un camí que s'ha de fer, però és una evidència de que si aquests models de socialització en els quals ens hem basat tots nosaltres per ser membres d'aquesta societat, avui en dia s'han de revisar perquè entren en contradicció, probablement una de les propostes seria, primer, partir del reconeixement d'aquesta situació, segon, entendre que aquests models de socialització presentats en un context i en un altre, és a dir, en un context europeu, i per part de les comunitats musulmanes haurien de convergir amb una certa complicitat, amb una certa compatibilitat, i sobretot amb la capacitat de generar, respecte a aquests joves, respecte als joves musulmans europeus, quelcom que sigui suficient per generar complicitat i confiança, perquè sense complicitat ni confiança és possible que una persona accepti cap mena d'iniciativa en virtut de la socialització. Amb això acabo i he estat possiblement una mica dens, però entenc que, torno a insistir, les explicacions simples de situacions complexes són bastant difícils d'assumir. Gràcies.